Bienvenue dans la leçon 2 d'électricité, bobine et des pôles RL. Premièrement, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est qu'une bobine et quel est son symbole. Donc la définition d'une bobine est la suivante. Une bobine est constituée d'un enroulement de fils conducteurs recouvert d'un vernis isolant sur un cylindre de rayon R. Donc un fil enroulé sur un cylindre constitue une bobine. Ce fil est recouvert d'un vernis isolant pour éviter les courts-circuits entre les spires de la bobine. La photo qu'on voit ici à droite représente des bobines réelles. Une bobine où il n'y a pas de noyau de fer à l'intérieur, et une autre bobine où il y a un noyau de fer à l'intérieur. Elle est constituée d'un fil enroulé et recouvert d'un vernis brillant ici. On peut symboliser une bobine de la façon suivante. Des spires, le rayon de la spire et la longueur de la bobine. Donc on appelle L la longueur de la bobine et R le rayon de la spire ou bien le rayon de la bobine autrement dit. Le symbole d'une bobine dans un circuit est le suivant. Soit on a une bobine avec un noyau de fer, comme celle-ci. On la représente par ce symbole avec deux tirets en haut. Si on a une bobine sans noyau de fer, elle sera représentée de cette façon-là, un fil enroulé avec deux bornes. Donc la bobine est un dipôle qui possède deux bornes. Dans le cours de cette année, on n'utilisera que des bobines sans noyau de fer. On peut se demander quel est le rôle d'une bobine dans un circuit, ou bien quelle est son influence dans un circuit. Puisque ce n'est qu'un fil conducteur, le seul changement c'est qu'il est enroulé au lieu d'être rectiligne. On va voir maintenant l'influence d'une bobine dans un circuit. Pour cela, on va suivre cette expérience. On va réaliser le montage qu'on voit devant nous sur l'écran, constitué d'un générateur et d'un interrupteur, et de deux branches, une qui contient une lampe avec une résistance et l'autre une lampe avec une inductance, c'est-à-dire avec une bobine. La lampe en bleu, c'est elle qui est avec la résistance. La lampe en rouge, c'est elle qui est avec la bobine. On va fermer l'interrupteur et on va remarquer la luminescence des deux lampes. On refait l'expérience en rapprochant les deux lampes. La lampe en bas s'allume la première, en haut la deuxième, c'est-à-dire celle de la résistance, elle est la première, et celle de la bobine est la seconde. On ralentit, on voit que la lampe à côté de la bobine s'allume avec un retard. Donc la bobine s'oppose à l'établissement du courant. Donc, d'après cette expérience, la bobine a une certaine influence dans un circuit. On a réalisé le schéma suivant, un générateur, une bobine, une lampe L2, puis une résistance, une lampe L1. On a constaté que lorsqu'on a fermé l'interrupteur, cette lampe L1 s'allume instantanément, alors que L2 s'allume avec un retard. Et à la fin, elle atteint la même luminosité que L1. On dit que cette bobine a produit un retard à l'établissement du courant dans cette branche. Dans la branche où se trouve la bobine, il y a un retard de l'établissement du courant. Par contre ici, le courant atteint sa valeur maximale instantanément. La même chose se produit lorsqu'on ouvre l'interrupteur, c'est-à-dire que les deux lampes ne s'éteignent pas instantanément, elles restent un certain moment ou bien une durée très courte allumées à cause de la bobine qui s'oppose à l'extinction du courant. C'est-à-dire que la bobine, et c'est on coupe ce courant, il s'oppose à sa rupture. Donc comme conclusion à cette partie-là qu'il faut retenir, une bobine s'oppose transitoirement à l'établissement du courant dans un circuit et à l'extinction de celui-ci. En régime permanent, la bobine se comporte comme un conducteur ohmique. Donc deux résultats, si vous avez une bobine dans un circuit, si vous essayez de faire passer un courant dans ce circuit, cette bobine va s'opposer d'une façon transitoire, c'est-à-dire il y aura un retard de l'établissement du courant dans cette branche. C'est
vous coupez le courant, la bobine va s'opposer à la rupture du courant en produisant elle-même un courant d'une façon transitoire. On l'appelle le courant induit. En régime permanent, lorsque l'intensité atteint sa valeur maximale, la bobine se comporte comme un conducteur ohmique de résistance petit r. Donc la première caractéristique de la bobine, il possède une résistance, et la deuxième caractéristique, il possède une grandeur qui s'oppose à l'établissement et à l'extinction, c'est-à-dire il possède une grandeur qui va produire le retard de l'établissement et le retard de l'extinction. Maintenant, on va donner les différentes caractéristiques d'une bobine. Une bobine est un dipôle, notez par exemple AB, de borne AB, caractérisé par, premièrement, son inductance L exprimée en Henry. Ce facteur inductance, c'est le facteur responsable du retard de l'établissement du courant ou bien de l'extinction du courant. Il est exprimé en une nouvelle unité, le Henry. On verra ensuite l'équivalent de cette nouvelle unité Henry. Donc, en plus de son inductance L, elle est caractérisée par sa résistance R qui s'exprime en ohm. Donc, je peux, par exemple, schématiser une bobine de la façon suivante. C'est une bobine sans noyau de fer qui possède deux caractéristiques, son inductance L et sa résistance R. Les bornes A et B, la flèche de la tension, l'orientation du circuit. Vous constatez ici qu'on prend la bobine en convention récepteur. Cette bobine, c'est comme s'il est l'association en série d'une bobine pure, c'est-à-dire une bobine sans résistance, associée à un conducteur ohmique de résistance petit r. Donc, si on veut écrire la tension aux bornes de la bobine, ça sera la somme de la tension d'une bobine pure plus celle d'un conducteur ohmique de résistance petit r. Donc, il s'écrit cette tension UAB aux bornes de la bobine en convention bien entendu récepteur sous la forme suivante. UAB égale à RI plus L, la dérivée de I par rapport au temps. Donc ce terme, c'est le terme responsable du retard de l'établissement et du retard de l'extinction. En régime permanent, l'intensité devient constante. Donc ce terme s'annule. Et UAB de la bobine devient égal à RI. D'où tout à l'heure on a dit que la bobine se comporte comme une résistance ou bien comme un conducteur ohmique. À retenir cette relation pour l'établissement des équations différentielles et pour le calcul de la tension UAB au bord d'une bobine. Lorsque le courant passe dans une bobine, celle-ci peut emmagasiner de l'énergie, appelée l'énergie magnétique, alors que le condensateur, l'énergie emmagasinée est appelée énergie électrique. On peut nous demander d'établir la relation de l'énergie magnétique, ou bien on peut l'utiliser directement selon les questions de l'exercice. On va procéder de la même façon que l'établissement de l'énergie électrique d'un condensateur. On va commencer d'abord par donner la puissance électrique d'une bobine, qui n'est autre que sa tension fois l'intensité qui la traverse. Et on sait que la tension aux bornes de la bobine, c'est RI plus LDI sur dt. Donc cette puissance va s'écrire RI plus LDI sur dt fois I. Donc on peut développer ce calcul et écrire que cette puissance, c'est RI au carré plus LI DI sur dt. Donc je vois que la puissance de la bobine est divisée en deux parties. Une partie qu'on va appeler la puissance joule. On reconnaît ici la puissance dissipée par effet joule, on appelle PJ. Ce terme représente la puissance joule. Par contre, le deuxième terme, il représente la puissance magnétique. Ce qui nous intéresse, c'est la puissance magnétique. La puissance joule, elle est perdue dans le circuit sous forme de chaleur. On va réécrire cette puissance magnétique de cette façon-là. Ici, on a I, la dérivée de I. Comme dans le cas du condensateur, on a une fonction et sa dérivée. Donc, on peut écrire, c'est la dérivée de n demi de L I au carré.
Et on sait aussi que la relation qui existe entre la puissance et l'énergie est la suivante. P magnétique, c'est la dérivée de l'énergie magnétique sur dt. Si c'était puissance électrique, la dérivée de l'énergie électrique par rapport au temps. En faisant une comparaison, ou bien on dit par identification, j'identifie que EM dans cette relation, c'est 1 demi L I au carré, plus une constante. Puisque initialement le courant est nul, elle est égale à 0, la bobine n'emmagasine pas de l'énergie magnétique, donc la constante elle est égale à 0. Donc finalement, l'énergie magnétique d'une bobine s'écrit 1 demi Li au carré. On peut la calculer toujours de cette façon. Si on nous demande d'établir la relation, on suit ces étapes. On va passer maintenant à la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. Comme dans le cas d'un dipôle RC, on prendra un dipôle RL, c'est-à-dire une résistance en association en série avec une bobine, et on lui applique une tension, une fois ascendante, une fois descendante. Alors, on verra ça dans cette animation réalisée avec le logiciel électronique Workbench. Sur cette animation, on va étudier la réponse d'un dipôle RL soumis à un échelon de tension croissant, puis un échelon de tension décroissant. Le montage est le suivant. On a un générateur de tension continue de force électromotrice 10 volts. On a un interrupteur, une bobine, une résistance, une diode. Lorsqu'on va fermer l'interrupteur, le générateur va débiter un courant dans le circuit. Ce courant va passer dans la bobine et la résistance. Il ne passera pas dans la diode. Elle est dans le sens bloqué. Une fois qu'on ouvre l'interrupteur, la bobine va s'opposer à la rupture du courant. Il va débiter dans le circuit un courant qui a le même sens que le courant que débitait auparavant le générateur, c'est-à-dire ici, de haut en bas. Et à ce moment-là, le courant va passer dans la diode car il est dans le sens passant cette fois-ci. Sur un oscilloscope, on va visualiser la tension aux bornes du dipôle RL et comment varie l'intensité dans le circuit, l'intensité du courant. Et pour visualiser l'intensité du courant, on visualise la tension aux bornes de la résistance, car UR égale à RI, donc UR et I sont proportionnels. Pour cela, on va d'abord mettre la masse de l'oscilloscope à la masse commune du circuit, et sur une voie, on va visualiser la tension aux bornes de la résistance, par exemple en bleu, et la tension aux bornes du RL sur l'autre voie qu'on va visualiser en rouge. Donc j'aurai sur l'oscilloscope deux courbes, une qui représente UR et l'autre qui représente U aux bornes de RL. On va fermer l'interrupteur et voir sur l'oscilloscope la courbe représentant UR et la courbe représentant U aux bornes du dipôle RL. Pour l'instant, la tension aux bornes de la résistance elle est nulle, donc il n'y a pas de courant dans le circuit, du fait que l'interrupteur est encore ouvert. En fermant l'interrupteur, on voit les deux courbes, la tension aux bornes du dipôle RL et la tension aux bornes de la résistance. À cet instant, on a fermé l'interrupteur, c'est-à-dire avant cet instant, la tension était nulle aux bornes du dipôle RL, et à ce moment-là, la tension passe de la valeur 0 à la valeur 10. J'ai choisi un générateur de 10 volts, j'ai choisi comme échelle 5 volts par division, donc 2 divisions, c'est 10 volts. Donc, le dipôle RL, comme s'il est soumis à un échelon de tension croissant. On voit que la tension au bord de la résistance augmente progressivement jusqu'à atteindre la valeur maximale et elle reste constante. On peut dire que l'intensité du courant aussi augmente progressivement jusqu'à atteindre une valeur constante. Donc l'établissement du courant dans le circuit se fait selon deux régimes, un régime transitoire et un régime permanent. Le régime transitoire, c'est au cours duquel l'intensité du courant augmente, et cette opposition
à l'augmentation, elle est causée par la bobine. Il s'oppose à l'établissement du courant. Une fois après un certain temps, la bobine laisse passer le courant en fin de compte et il se comporte comme un conducteur ohmique, c'est-à-dire que l'intensité devient constante. Maintenant, l'intensité du courant atteint une valeur constante, puisque UR est constante, donc I aussi elle est constante. On va ouvrir l'interrupteur et on va visualiser la tension aux bornes de la résistance. À cette date, on a ouvert l'interrupteur et la tension au bord de la résistance diminue progressivement. Et par la suite aussi, l'intensité du courant diminue progressivement. Ce courant ne provient pas du générateur, car l'interrupteur est ouvert. Ce courant il est généré par la bobine, qui s'oppose à la rupture du courant. Donc, la rupture du courant aussi se fait selon deux régimes. Un régime transitoire où l'intensité diminue progressivement et un régime permanent où l'intensité est nulle. Après cette simulation, la réponse à un échelon de tension, soit ascendant ou descendant, se résume dans les étapes suivantes. D'abord, le circuit réalisé est le suivant: un générateur, un interrupteur, une bobine, une résistance, une diode. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, le courant passe dans la branche où il y a la bobine et la résistance. Il ne passe pas à travers la diode car elle est bloquée. Et lorsqu'on ouvre l'interrupteur, le courant généré par la bobine, c'est le courant induit, qui a le même sens que le courant initial, va passer dans cette branche et va passer dans la diode qui est maintenant dans le sens passant. On met la diode dans le circuit pour éviter le phénomène de surtension aux bornes de l'interrupteur. C'est-à-dire si j'enlève la bobine, le moment où j'ouvre l'interrupteur, il y a une étincelle qui se produit à cause du phénomène de surtension. On va visualiser sur l'oscilloscope la tension aux bornes de R, c'est celle qui va représenter la variation de I, et aussi sur l'autre voie, la tension E du générateur. On a les résultats suivants après cette étude expérimentale. Premièrement, on veut visualiser les variations de l'intensité à l'aide d'un oscilloscope. Lorsqu'on ferme l'interrupteur ou bien lorsqu'on ouvre l'interrupteur. Pour cela, il suffit de visualiser la tension au bord du conducteur ohmique. Du fait que UBM au bord du conducteur ohmique et l'intensité sont proportionnelles. UBM égale à RI. Donc, lorsque je ferme l'interrupteur, le dipôle est soumis à un échelon de tension croissant, c'est-à-dire un échelon de tension ascendant. Car avant la fermeture, la tension était égale à 0. Juste après la fermeture, la tension est devenue E. De même, lorsque j'ouvre l'interrupteur, le dipôle est soumis à un échelon de tension descendant ou bien décroissant. Car avant la fermeture, la tension était E, après la fermeture, la tension devient égale à 0. On observe sur l'écran de l'oscilloscope, lorsque l'interrupteur est fermé, un oscillogramme, le suivant. On voit que l'intensité passe par un régime transitoire et un régime permanent. Le régime transitoire, c'est le régime pendant lequel l'intensité progresse. Le régime permanent, c'est celui où l'intensité reste constante. N'oublions pas que l'intensité du courant commence de la valeur 0. Donc on distingue un régime transitoire et un régime permanent. Donc l'établissement du courant dans le circuit est un phénomène transitoire, c'est-à-dire l'établissement ne se fait pas instantanément. Il passe par une phase transitoire avant de se stabiliser à une valeur constante. Lorsqu'on ouvre l'interrupteur, on observe sur l'oscilloscope l'oscillogramme suivant. Cet oscillogramme indique la tension au bord de la résistance. Donc de même, l'intensité décroît comme la tension au bord de la résistance. La même chose ici. L'intensité croît de la même façon que la tension au bord de la résistance. On distingue toujours deux régimes, un régime transitoire et un régime permanent.
Le régime transitoire, c'est pendant lequel l'intensité décroît progressivement, et le régime permanent lorsque l'intensité devient nulle. Donc, il y a deux régimes, transitoire et permanent. On va passer maintenant à l'étude théorique du dipôle RL soumis à un échelon de tension croissant et un échelon de tension décroissant. On suivra pratiquement les mêmes étapes que le dipôle RC. Donc, pour l'étude théorique, on va commencer par le cas d'un dipôle RL soumis à un échelon de tension croissant. Pour cela, on va établir l'équation différentielle de l'établissement du courant, c'est-à-dire l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I. Donc, le schéma électrique utilisé est le suivant. On a un générateur, un interrupteur, une résistance, une bobine montée en série. On a orienté le circuit, on a représenté les tensions du conducteur ohmique et de la bobine en convention récepteur et on va appliquer la loi des mailles. Cette loi dit que E moins UR moins UL égale à 0. Donc, je peux dire que UL plus UR égale à E. D'après la loi d'Ohm, on sait que UR égale à RI. Et d'après le paragraphe précédent, UL, c'est-à-dire U de la bobine, c'est RI plus LDI sur DT. Je peux donc remplacer UR par RI et UL par RI plus LDI sur DT. En factorisant par I, je trouve R plus RI plus LDI sur DT égale à E. Pour avoir la forme canonique de l'équation différentielle, je divise le tour par L. Et j'obtiens DI sur DT plus R plus petit r sur LI égale à E sur L. Ceci est une équation différentielle du premier ordre, parce qu'il y a une seule dérivée, f', à coefficient constant. Tous ces coefficients à gauche sont constants, 1, R plus R sur L, avec second membre constant. Ça ressemble à l'équation différentielle de la charge d'un condensateur. Comme dans les dipôles RC, on va parler de ce qu'on appelle une constante de temps spécifique au dipôle RL. La constante de temps d'un dipôle RL, c'est le rapport L sur la résistance équivalente. Ici, la résistance équivalente, c'est grand R plus petit r. Si la bobine n'a pas de résistance, ça sera seulement S sur la résistance du conducteur ohmique. Ce rapport, il est homogène à une durée. On va faire son analyse dimensionnelle. Et il est appelé constante de temps du dipôle RL. Tau égale à L sur RE. Comme dans le dipôle RC, la charge est établie pratiquement après 5 taux. De même ici, le régime permanent est établi après pratiquement 5 taux. L'équation différentielle s'écrit maintenant avec cette nouvelle constante, dI sur dt plus 1 sur tau I égale à E sur L. Donc, selon les exercices, on peut écrire l'équation différentielle comme précédemment, c'est-à-dire avec R plus R sur L, ou bien avec tau comme ici. L'analyse dimensionnelle de ce rapport, L sur R, va nous donner une durée. Donc, d'après la loi d'Ohm, U égale à RI, ceci veut dire que la résistance a la dimension d'un U divisé par un I, c'est-à-dire la dimension de R, c'est la dimension de la tension sur l'intensité. Pour une bobine pure, c'est-à-dire une bobine qui n'a pas de résistance, U égale à L dI sur dt. Donc ce L dI sur dt a la dimension d'une tension. Donc le L, c'est la dimension de U fois T sur I. Donc si je fais le rapport L sur RE, ça me donne UT sur I, c'est L, divisé par R, c'est I sur U, ça donne T. Donc effectivement, le rapport L sur RE a la dimension d'un temps, il va s'exprimer en secondes. On peut nous demander de montrer que L sur RE a la dimension d'un temps. On doit utiliser l'analyse dimensionnelle et suivre ces étapes. On passe maintenant à la solution de l'équation différentielle de l'établissement du courant dans un circuit, c'est-à-dire la solution de l'équation différentielle précédente. Il possède la même forme,
C'est-à-dire que I de t s'écrit A plus B exponentielle alpha t. A, B et alpha sont des constantes. On va les établir de la même façon que précédemment. C'est-à-dire je vais utiliser I et la dérivée de I, je les remplace dans l'équation différentielle. Donc ça c'est la forme de l'intensité et ceci c'est la forme de sa dérivée. On remplace donc dI sur dt, c'est ce terme, plus R plus petit r sur L fois I. I c'est ce terme, tout ça égale à E sur L. Je peux factoriser par B exponentielle alpha t. Il me reste ici alpha et ici il me reste R plus R sur L. Après, il y a le terme A, R plus R sur L et le terme E sur L. Ça donne A, R plus R sur L, moins E sur L, tout ça égale à 0. Pour que cette équation soit vérifiée à tout instant, il faut que les termes entre parenthèses soient nuls, c'est-à-dire alpha plus la résistance équivalente sur L égale à 0 et la deuxième parenthèse aussi égale à 0. On en déduit que alpha c'est moins R plus R sur L, c'est-à-dire moins 1 sur tout. Et A, en simplifiant par L, il devient E sur R plus R. Donc, je connais maintenant l'expression de A et l'expression de alpha. Il me reste l'expression de B. On sait qu'à l'instant t égale à 0, le courant est nul, c'est-à-dire I à l'instant 0, c'est A plus B, d'après cette formule, c'est ça. A plus B égale à 0, j'en déduis que B égale à moins A, et comme A est égal à E sur R plus R, B c'est l'opposé de A, c'est-à-dire moins E sur R plus R. Donc, I de T s'écrit finalement E sur R plus R, facteur de 1, moins exponentielle, moins T sur tout. C'est la solution de l'équation différentielle précédente. On appelle ce terme E sur R plus R l'intensité du courant au régime permanent, c'est-à-dire la valeur de I lorsque t tend vers l'infini. Si t tend vers l'infini, ce terme devient égal à 0 et ceci reste E sur R plus R comme valeur de I. On l'appelle aussi IP, c'est-à-dire I en régime permanent. On peut donc déterminer la constante de temps graphiquement comme dans le dipôle RC en utilisant le graphe de la fonction I de t. Le graphe est le suivant. Sur l'axe des ordonnées, on a les intensités. Sur l'axe des abscisses, on a le temps. Cette fonction, il commence de 0 et il augmente jusqu'à atteindre la valeur limite E sur R plus R. Donc ceci est une asymptote horizontale à la courbe. On peut appeler cette valeur, comme déjà dit, IP. C'est l'intensité du courant au régime permanent. On va déterminer maintenant la constante de temps par la méthode de la tangente à l'origine. C'est-à-dire, on trace une tangente à l'origine de cette courbe et cette tangente va couper cette asymptote horizontale en un point. Si je le projette sur l'axe des abscisses, je trouve la valeur de tout. Donc, on a une tangente qui passe par l'origine. Il coupe l'axe ici avec l'asymptote horizontale. Je projette sur l'axe des temps, je trouve la valeur de tout. On peut utiliser aussi la méthode dite des 63%. Pour cela, on va calculer la valeur que prend I de t lors de l'établissement du courant lorsque t égale à tout. Donc I à l'instant t égale à tout, ça donne E sur R plus R, 1 moins exponentielle moins taux sur taux, c'est 1. C'est pour ça que je trouve ici 1 moins exponentielle moins 1. En faisant 1 moins exponentielle moins 1 à la calculatrice, on trouve 0,63. Donc à l'instant t égale à tout, l'intensité atteint 63% de sa valeur maximale. Donc je n'ai qu'à chercher ici 0,63 E sur R plus R, c'est-à-dire 0,63 fois la valeur maximale. Une fois trouvé 0,63 la valeur maximale, je projette sur la courbe, je projette sur l'axe des temps et je trouve la valeur de t. Donc il suffit alors de lire la valeur de taux sur l'axe des temps.
On va maintenant voir le cas d'un dipôle RL soumis à un échelon de tension décroissant, c'est-à-dire un échelon de tension descendant. Pour cela, on va établir l'équation différentielle de la rupture du courant de la même façon que l'établissement du courant. C'est-à-dire, on va appliquer la loi des mailles au circuit et on trouvera cette fois-ci la même équation mais égale à 0 puisqu'il n'y a pas de générateur. Je vous laisse le soin de refaire la loi des mailles et de retrouver cette équation. C'est une équation aussi différentielle du premier ordre à coefficient constant mais cette fois-ci sans second membre. La solution de cette équation, elle est de la forme suivante. C'est-à-dire a plus b exponentielle alpha de t, avec a et b alpha sont des constantes, et en appliquant la même méthode que tout à l'heure, on trouvera a égale à 0, alpha égale à moins r plus r sur s, c'est-à-dire moins 1 sur tout, et b égale à e sur r plus r, c'est-à-dire ip. Donc, l'expression de I de t dans le cas de la rupture du courant est la suivante. E sur R plus R exponentielle moins T sur tout. C'est une courbe décroissante qui commence de E sur R plus R et qui atteint 0 lorsque T tend vers l'infini. Donc on peut déterminer aussi la constante de temps de ce dipôle en utilisant la méthode graphique. Ceci en traçant d'abord la courbe de la fonction I de T égale à E sur R plus R exponentielle moins T sur tout. Cette courbe, elle est décroissante. Elle commence de la valeur E sur R plus R et elle décroît progressivement jusqu'à atteindre 0 à l'infini. On va utiliser aussi la méthode de la tangente à l'origine, c'est-à-dire on trace la tangente à la courbe I de T à l'origine. Cette tangente coupe l'asymptote horizontale I égale à 0, c'est-à-dire cet axe, dans le cas de la rupture du courant, à un instant t égale à tout. Donc la tangente, elle est la suivante. Il coupe l'axe ici en un instant t égale à tout. On peut utiliser aussi la méthode des 37% lors de la rupture du courant. C'est comme dans le cas de la décharge d'un condensateur. On va calculer la valeur que prend I de t lorsque t égale à tout. Ça nous donnera I à l'instant t égale à tout égale à E sur R plus R exponentielle moins 1. Si je remplace t partout, il me reste ici exponentielle moins 1. À la calculatrice exponentielle moins 1, c'est 0,37. Donc lorsque t égale à tout, I, dans le cas de la rupture du courant, atteint la valeur 37% de sa valeur maximale. On va donc chercher 0,37 fois E sur R plus R sur l'axe des ordonnées et la projeter sur la courbe et puis sur l'axe des temps pour trouver la valeur de tout. C'est identique à la méthode utilisée lors de la décharge d'un condensateur. C'est la fin de la leçon bobine dipôle RL. Merci de votre attention et à la prochaine leçon.